Et si la morale conventionnelle n'était que le plus subtil des outils de manipulation, si tout ce qu'on t'a appris à respecter, à valoriser comme bien, n'était en réalité qu'une ruse inventée par la faiblesse pour enchaîner la force? Nous vivons dans un monde de masques, de non-dits et de volontés cachées. L'ignorer, c'est accepter d'être une marionnette, de voir sa vie façonnée par des forces que l'on refuse de comprendre. Aujourd'hui, nous n'allons pas juger, nous allons comprendre. Nous plongeons dans le Nietzsche obscur pour dévoiler 7 mécanismes de pouvoir que tu dois connaître. Non pas pour devenir un tyran, mais pour ne plus jamais être la victime. Ce que tu vas découvrir est dangereux. C'est une promesse de lucidité totale, mais c'est aussi un fardeau. Es-tu prêt à l'assumer? Si cette quête de vérité résonne en toi, abonne-toi à la chaîne et continue ce voyage intérieur avec nous. Le mot « manipulation » a mauvaise presse. Il évoque l'intrigue, la malhonnêteté, l'image d'un marionnettiste tirant les ficelles d'un pantin innocent. On l'associe à la tromperie, à l'abus, et c'est compréhensible. Nous avons tous été, un jour ou l'autre, la cible d'une tentative d'influence que nous avons ressentie comme une violation. Nous avons tous senti ce goût amer de la trahison lorsque nous réalisons que les intentions de quelqu'un n'étaient pas aussi pures qu'elles le semblaient. Mais si nous voulons être honnêtes, radicalement honnêtes, comme Nietzsche nous y invite, nous devons d'abord nous débarrasser de ce jugement moral simpliste. Car si la manipulation est un poison, elle est aussi l'air que nous respirons. Avant de parler de trucs ou d'astuces, nous devons regarder le moteur sous le capot. Nietzsche lui donne un nom, la volonté de puissance. Oublie l'image du dictateur écrasant les foules. Ce n'est pas ça, ou du moins, ce n'en est qu'une caricature grossière. La volonté de puissance, c'est la pulsion fondamentale de tout ce qui vit. C'est l'essence même de la vie. C'est l'arbre qui pousse et fend le béton pour trouver la lumière. C'est l'artiste qui lutte avec la matière pour imposer sa vision au monde. C'est l'athlète qui force son corps au-delà de la douleur pour gagner une seconde. C'est toi quand tu défends une idée en réunion. C'est toi quand tu choisis tes mots avec soin pour séduire, pour convaincre ou même pour consoler. La volonté de puissance, c'est l'énergie de la vie qui cherche à s'affirmer, à s'étendre, à se dépasser, à créer et à organiser le chaos autour d'elle. Et c'est là que tout commence. Car tu n'es pas seul. Ta volonté de puissance en rencontre constamment d'autres. Chaque interaction humaine est une rencontre, et souvent une friction entre différentes volontés de puissance. Quand tu parles à ton patron pour une augmentation, ta volonté, obtenir plus de reconnaissance, plus de moyens, se heurte à la sienne. Maintenir l'équilibre budgétaire, affirmer son autorité. Quand tu es en désaccord avec ton partenaire sur le lieu des vacances, 2 volontés s'affrontent pour imposer leur vision du bon repos. L'influence, c'est l'art de faire en sorte que ta volonté s'aligne ou l'emporte sur celle de l'autre. La manipulation n'est que le nom que nous donnons à l'influence lorsque nous la jugeons négativement, souvent parce qu'elle est cachée ou qu'elle a échoué. Le Nietzsche obscur nous force à regarder cette vérité en face. Nous voulons tous influencer notre environnement. Nous voulons tous que le monde se plie, même légèrement à nos désirs. Prétendre le contraire, c'est le premier des mensonges. C'est ce que Nietzsche appelait la morale des esclaves. C'est l'attitude de celui qui, étant trop faible pour imposer sa volonté ouvertement, prétend que vouloir est mal. Il dit « Je ne veux pas influencer, je suis pur ». Mais en réalité, il manipule par la culpabilité, par la pitié, par le statut de victime. Pense à cette personne au bureau qui se plaint constamment de sa charge de travail, qui soupire bruyamment, qui se présente comme un martyr. Elle n'exerce pas une volonté franche, mais elle manipule l'atmosphère. Elle cherche à obtenir de l'aide ou de la reconnaissance par la culpabilisation de ceux qui semblent moins souffrir. C'est une volonté de puissance malade, retournée contre elle-même, mais c'est toujours une volonté de puissance. Comprendre les 7 astuces qui vont suivre, ce n'est donc pas apprendre à devenir ce manipulateur passif-agressif. C'est le contraire. C'est apprendre à reconnaître la volonté de puissance, en toi et chez les autres, pour la rendre saine, directe et consciente. La première étape pour cesser d'être une marionnette est d'admettre que tu tiens toi-même des ficelles. C'est d'accepter ton propre désir d'influence. C'est d'arrêter de te mentir. L'homme qui connaît ces mécanismes ne les utilise pas forcément pour nuire. Il les utilise d'abord pour voir. Il voit le jeu. Il voit quand on essaye de lui imposer un cadre moral qui ne sert pas ses intérêts. Il voit quand on utilise le don pour créer une dette. Il voit quand on utilise le silence pour le déstabiliser. Et parce qu'il voit, il n'est plus réactif. Il devient proactif.
Il n'est plus la victime des volontés des autres, il devient l'acteur conscient de la sienne. La prudence que nous évoquons dans le titre ne concerne pas seulement les autres, elle te concerne toi, car ce savoir est un pouvoir. Et le pouvoir, comme le dit Nietzsche, peut soit élever l'homme, soit le corrompre s'il n'est pas assez fort pour le porter. Avant de découvrir la première astuce, la question n'est donc pas « vas-tu manipuler ?» La question est « vas-tu enfin admettre que tu participes déjà au jeu et vas-tu décider d'y jouer consciemment ou de rester un pion ?» Maintenant que nous avons admis que la vie est une interaction constante de volonté, comment la volonté de puissance s'exprime-t-elle concrètement? Les deux premières astuces sont les plus fondamentales. Ce sont les fondations de l'influence consciente. Elles concernent ce que tu montres et ce que tu caches. La première astuce est l'art de la perspective, ou ce que nous appellerons le masque. Nietzsche nous dit qu'il n'y a pas de faits, seulement des interprétations. C'est une idée terrifiante pour ceux qui cherchent une vérité absolue, un sol solide sous leurs pieds. Mais pour celui qui veut comprendre le pouvoir, c'est une libération. La réalité n'est jamais brute, elle est toujours filtrée, interprétée, mise en scène. L'erreur fondamentale que commettent la plupart des gens est de croire que leur intention pure, leur vérité intérieure, est évidente pour les autres. Ils pensent que s'ils sont honnêtes dans leur cœur, le monde le verra et agira en conséquence. C'est une erreur tragique. Le monde ne réagit pas à ton intention. Il réagit à l'interprétation qu'il se fait de tes actions. L'art du masque, ce n'est pas mentir. C'est comprendre que tu portes toujours un masque. La seule question est de savoir si tu le choisis ou si tu laisses les autres le choisir pour toi. Quand tu vas à un entretien d'embauche, tu ne montres pas ta peur de l'échec ou ton envie de simplement payer tes factures. Tu portes le masque du professionnel compétent, motivé et aligné avec les valeurs de l'entreprise. Quand tu rencontres quelqu'un qui t'attire, tu ne montres pas ta vulnérabilité ou ta peur du rejet. Tu portes le masque de la confiance, de l'humour, de la maîtrise. Ce n'est pas de la duplicité, c'est de l'intelligence sociale. Le manipulateur naïf ment. L'influenceur conscient choisit sa perspective. Il comprend que chaque situation est une scène de théâtre. Il ne révèle jamais son jeu entièrement, non pas par vice, mais par stratégie. Pense à cette discussion tendue que tu as eue avec un collègue. Tu voulais qu'il change sa méthode de travail qui ralentissait tout le projet. Si tu lui avais dit la vérité brute, ton travail est lent et il me pénalise, tu aurais activé ses défenses, son ego. Il t'aurait vu comme un agresseur. L'art du masque consiste à changer la perspective. Tu présentes la situation non pas sous l'angle de ton problème, mais sous l'angle de son intérêt. J'ai remarqué que tu passais énormément de temps sur cette tâche et je pense avoir trouvé un moyen de te libérer du temps pour que tu puisses te concentrer sur les aspects du projet où tu excelles vraiment. L'intention est la même, changer sa méthode. Mais la perspective présentée est radicalement différente. Tu n'as pas menti, tu as cadré la réalité d'une manière qui sert ta volonté, tout en respectant la sienne. Maîtriser le masque, c'est cesser de croire que ta vérité est la seule qui compte. C'est accepter que pour influencer, tu dois d'abord parler le langage de l'interprétation de l'autre. La deuxième astuce, plus subtile et encore plus puissante, est le pouvoir de l'absence ou le silence. Nous vivons dans un monde de bruit, un monde où l'on nous dit qu'il faut s'exprimer, être visible, networker, se manifester constamment pour exister. Nous avons une peur panique du vide. Nous remplissons chaque silence dans une conversation. Nous répondons instantanément aux messages. Nous justifions nos choix en permanence. En faisant cela, nous devenons prévisibles. Nous devenons une marchandise. Et ce qui est abondant perd toute sa valeur. Le vrai pouvoir ne réside pas dans ce que tu dis, mais dans ce que tu ne dis pas. Le silence est un vide que l'esprit humain ne supporte pas. Il va toujours chercher à le combler. Et il le comblera avec ses propres projections, ses propres peurs, ses propres désirs. En te taisant, tu forces l'autre à révéler son jeu. Imagine une négociation. L'autre partie fait une offre. L'instinct est de contre-argumenter, de justifier pourquoi ce n'est pas assez. L'individu stratégique se tait. Il regarde l'autre calmement, sans hostilité, mais sans approbation. Ce silence de quelques secondes devient insoutenable pour l'autre. Il se demande « Est-ce que j'ai dit une bêtise? Est-ce qu'il est offensé? Est-ce que mon offre est ridicule ?» Et très souvent, l'autre personne se met à parler d'elle-même. Elle se justifie. Elle augmente son offre, toute seule, juste pour rompre la tension que ton silence a créée. C'est la même chose dans la séduction. La personne qui envoie trop de messages, qui répond trop vite, qui dévoile tous ses sentiments, tue le désir. Elle ne laisse aucune place au mystère, aucun vide à combler.
L'absence, le retrait stratégique, le fait de ne pas être acquis, crée un espace pour que le désir de l'autre puisse naître et grandir. Ta rareté fait ta valeur. Le silence est aussi une affirmation de puissance. C'est dire « je n'ai pas besoin de ton approbation. Je n'ai pas besoin de réagir à ta provocation. Mon cadre intérieur est plus fort que ton agitation extérieure. » Apprendre à manier le masque et le silence, c'est reprendre le contrôle du rythme de tes interactions. C'est cesser d'être un livre ouvert que tout le monde peut lire et anticiper. C'est devenir le metteur en scène de ta propre présence. Le masque contrôle l'interprétation que les autres ont de toi. Le silence contrôle l'espace émotionnel et psychologique entre toi et les autres. Ce sont les deux piliers sur lesquels repose une influence consciente. Sans eux, tu n'es qu'une réaction ambulante, une volonté faible ballottée par les volontés plus fortes qui t'entourent. Si le masque et le silence sont des outils de contrôle de l'information et de l'espace, la troisième astuce est une manœuvre active. C'est l'une des dynamiques sociales les plus anciennes et les plus puissantes. Créer l'obligation par le don. Nous avons tendance à voir le don comme un acte de pure générosité, un mouvement désintéressé de l'âme. Et il peut l'être, mais dans le jeu de la volonté de puissance, la générosité est rarement innocente. Elle est, le plus souvent, une affirmation de pouvoir. Nietzsche observe que celui qui donne s'affirme comme étant supérieur au moment du don. Il se place en position de force de celui qui a, que ce soit du temps, de l'argent, une compétence ou simplement de l'attention. Celui qui reçoit, à l'inverse, est momentanément placé en position de faiblesse, de manque. C'est là que se crée l'astuce. Le don génère une dette. Ce n'est pas une dette financière, inscrite dans un livre de comptes. C'est une dette psychologique, invisible, mais incroyablement lourde. C'est le sentiment diffus d'être redevable. C'est cette petite voix qui te dit « Il a fait ça pour moi, je ne peux pas lui refuser ça ». La société fonctionne sur cette économie cachée de la dette. Pense à ce collègue qui te propose systématiquement un café le matin. « Oh, ne t'en fais pas, ça me fait plaisir ». Pense à cet ami qui t'aide à déménager un samedi entier, refusant toute compensation. Pense à ce mentor qui te donne gratuitement de son temps précieux pour te conseiller sur ta carrière. Ces actes sont-ils gentils? Oui, en surface. Mais ils sont aussi des investissements. Le jour où ce collègue aura besoin que tu couvres pour lui, que tu appuies sa candidature ou que tu fermes les yeux sur une petite erreur, le poids de tous ces cafés pèsera sur ta décision. Le jour où cet ami te demandera un service bien plus important, bien plus contraignant que ce déménagement, pourras-tu vraiment refuser? Le manipulateur grossier utilise cela de manière évidente. Il te fait un cadeau et te demande quelque chose en retour la semaine suivante. C'est facile à voir et à refuser. L'influenceur stratégique, le Nietzschéen obscur, joue sur le long terme. Il ne demande jamais rien au début. Il accumule les dettes. Il tisse une toile d'obligation si subtile que lorsque le moment viendra d'exercer son influence, tu ne te sentiras même pas manipulé. Tu auras l'impression d'agir par loyauté, par gratitude, par amitié. Tu croiras que ta décision est libre, alors qu'elle a été achetée il y a des mois, petit à petit. L'écoute est peut-être la forme de don la plus puissante. Dans notre monde narcissique, où chacun attend son tour pour parler, celui qui offre une écoute totale, profonde, validante, celui qui te fait sentir comme la personne la plus importante de la pièce, te donne quelque chose d'inestimable. Il te donne de la reconnaissance. Il nourrit ta propre volonté de puissance. En retour, tu lui donnes ta confiance. Et la confiance est la monnaie d'échange de toute influence. Alors, comment utiliser cette astuce avec prudence? D'abord, pour te défendre. Commence à voir les dons autour de toi non plus comme de simples actes de gentillesse, mais comme des mouvements dans un jeu. Ne deviens pas paranoïaque, mais deviens lucide. Quand quelqu'un te donne quelque chose de manière insistante, demande-toi, quelle dette suis-je en train de contracter? Parfois, la meilleure façon de préserver ton indépendance est de refuser un don ou de rembourser la dette immédiatement. Merci pour le café, le prochain est pour moi. Tu neutralises le levier, tu gardes l'équilibre. Ensuite, pour exercer ton influence. Si tu veux qu'une relation professionnelle, amicale, amoureuse évolue dans un sens qui sert ta volonté, cesse de demander. Commence à donner, mais ne donne pas n'importe quoi. Donne ce qui coûte peu à toi, mais qui a une grande valeur perçue pour l'autre. Un compliment sincère sur un détail que personne ne remarque. Une mise en relation qui peut l'aider. Une information stratégique. Tu ne donnes pas pour recevoir en retour. Tu donnes pour créer un déséquilibre. Tu donnes pour affirmer ta force, ta générosité, ta valeur. Le retour viendra naturellement, non pas comme une transaction,
mais comme une conséquence logique de la dette psychologique que tu as établie. L'homme qui maîtrise l'art du don devient un centre de gravité. Les autres se sentent bien en sa présence car il les nourrit, mais ils sont aussi, sans le savoir, liés à lui par 1000 fils invisibles d'obligation. C'est une position de pouvoir immense, mais aussi de responsabilité. Car il est facile de devenir un créancier émotionnel, un usurier de la gratitude. La vraie maîtrise, selon cette perspective nietzschéenne, n'est pas d'asservir les autres par la dette, mais d'utiliser ce levier pour les élever, dans la direction que tu as choisie. Les astuces que nous avons vues jusqu'à présent, le masque, le silence, le don, sont des actions. Elles relèvent d'une volonté de puissance qui agit sur le monde. Mais il existe une autre forme d'influence, bien plus répandue, plus toxique et plus difficile à voir. C'est une influence qui ne vient pas de la force, mais de la faiblesse. C'est une influence qui n'agit pas, elle réagit. Nietzsche lui a donné un nom, le ressentiment. C'est la 4e astuce, et la connaître n'est pas un outil de création, c'est un bouclier de survie. Le ressentiment, ce n'est pas simplement de la colère ou de la rancune, c'est une haine impuissante. C'est le poison que boit l'homme faible en espérant que l'homme fort meure. C'est le sentiment de celui qui voudrait agir, qui voudrait posséder, qui voudrait être, mais qui ne le peut pas, ou n'ose pas. Et parce qu'il ne peut pas satisfaire sa volonté de puissance dans le monde réel, il accomplit un tour de passe-passe psychologique terrifiant. Il change la définition même du bien et du mal. C'est l'inversion des valeurs. L'homme fort est direct. Il prend des risques, il crée, il s'affirme. L'homme du ressentiment incapable de faire cela va dire « Ce que tu appelles force n'est que de la brutalité. Ce que tu appelles création n'est que de l'égoïsme. Ce que tu appelles succès n'est que de la chance ou de la corruption. » Puis il retourne la caméra sur lui-même. « Je ne suis pas faible, je suis bon. Je ne suis pas craintif, je suis prudent ou moral. Je ne suis pas incapable, je suis humble. » Il a fait de sa faiblesse une vertu. Et c'est là que le ressentiment devient une arme de manipulation passive-agressive. L'homme du ressentiment t'attaque non pas par la force, mais par la culpabilité. Tu le vois tous les jours. C'est ce collègue qui, lorsque tu obtiens une promotion, ne te félicite pas franchement. Il dit quelque chose comme « Ah, te voilà dans le bureau des chefs. J'espère que tu n'oublieras pas les petites gens comme nous. » En une phrase, il a transformé ton succès en trahison. Il t'a inoculé le poison du doute, te faisant sentir coupable de ta propre ascension. C'est cet ami à qui tu parles d'un nouveau projet excitant et qui te répond en soupirant « Tu as bien de la chance d'avoir du temps pour ça. Moi, tu sais, avec mes responsabilités, je n'ai pas ce luxe. Je dois être raisonnable. » Il utilise sa propre stagnation comme un reproche moral contre ton ambition. Il essaie de te faire honte d'avoir osé vouloir plus. C'est le martyr de la famille ou du groupe d'amis, celui qui se sacrifie toujours, ou le prétend, qui soupire, qui se plaint en silence, et qui, par son attitude, rend tout le monde autour de lui coupable de vivre. Chaque rire en sa présence semble être une offense à sa souffrance. Il ne demande rien, mais il obtient tout, car il manipule par le levier de la pitié et de la dette morale. L'astuce n'est pas d'utiliser le ressentiment. C'est une maladie de l'âme. L'astuce est de le décoder instantanément chez les autres pour qu'il n'ait aucune prise sur toi. Quand tu sens cette petite pique de culpabilité, quand on essaie de te faire honte de ta force, de ton bonheur ou de ton ambition, arrête-toi, ne te justifie pas. Demande-toi, qui parle? Est-ce une critique constructive venant d'une personne qui veut m'élever, ou est-ce le sifflement du ressentiment venant de quelqu'un qui veut me rabaisser à son niveau? La plupart des critiques morales que tu recevras dans ta vie ne seront que de l'envie masquée, de l'impuissance déguisée en vertu. Une fois que tu as décodé le ressentiment, tu es immunisé. Tu comprends que l'attaque de l'autre n'a rien à voir avec toi. C'est le reflet de son propre échec, de sa propre guerre intérieure. Tu n'as plus besoin de te défendre contre sa définition du bien et du mal. Tu n'acceptes pas son cadre moral. Tu restes dans le tien. À l'attaque, tu as bien changé, tu es devenu égoïste. Tu ne réponds pas « non, ce n'est pas vrai ». Tu réponds intérieurement « oui » et c'est nécessaire pour créer. Ne pas être victime du ressentiment est peut-être le plus grand défi pour quiconque cherche à s'élever. Car le monde des faibles est une coalition. Ils sont nombreux et leur arme principale est de te faire douter de ton propre droit à la puissance. Apprends à lire entre les lignes des jugements moraux. C'est là que se cache la véritable intention. Si décoder le ressentiment est un bouclier, les 2 astuces suivantes sont des outils de création active. Elles permettent non seulement de se défendre,
mais de façonner activement la réalité d'une interaction. Elles sont le cœur de l'influence interpersonnelle profonde. La cinquième astuce est l'affirmation dionysiaque, ou le pouvoir du miroir. Dans la plupart de nos interactions, nous sommes jugés. Nos pulsions, nos désirs, nos parts d'ombre, nos ambitions. Tout est constamment passé au filtre de la morale conventionnelle, de ce qu'il faut ou ne faut pas faire. Nous passons notre vie à cacher des parties de nous-mêmes, de peur d'être rejetés si nous les montrions. Nous avons une fin désespérée, non pas d'être aimés pour nos qualités, mais d'être acceptés malgré nos défauts. Ou plus profondément encore, d'être compris dans notre totalité, chaos y compris. C'est ici qu'intervient le miroir. L'individu stratégique comprend cela. Au lieu de juger, il cherche à comprendre. Au lieu de condamner la part d'ombre de l'autre, il l'accueille. Il devient un miroir, non pas de ce que l'autre devrait être, mais de ce qu'il est. Nietzsche parle de l'esprit dionysiaque, l'acceptation totale de la vie avec sa joie et sa souffrance, sa création et sa destruction, le chaos. Être un miroir, c'est offrir à l'autre un espace où sa volonté de puissance, même la plus inavouable, peut s'exprimer sans crainte. Imagine que tu parles à quelqu'un qui exprime de l'ambition mais qui s'en excuse aussitôt. « Je veux vraiment diriger cette équipe, mais ça fait peut-être un peu arrogant de dire ça. » La réponse standard serait de le rassurer. « Mais non, tu n'es pas arrogant, tu es compétent. C'est faible, c'est le ramener à la morale commune. » La réponse du miroir serait « Et pourquoi l'arrogance serait-elle un problème ? N'est-ce pas justement ce désir de dominer la situation qui fait de toi le meilleur candidat ? Tu vois la différence ? Tu ne juges pas, tu ne rassures pas. Tu prends sa part d'ombre, l'ambition, l'arrogance, et tu la valides. Tu lui dis « J'ai vu ta véritable volonté sous le masque social et je l'affirme. » La personne qui fait l'expérience de cela avec toi ressent un soulagement incroyable. Elle se sent, pour la première fois, totalement comprise. Elle te donne alors une confiance absolue, une confiance qu'elle ne donnera jamais à ceux qui ne voient que sa façade polie. En devenant le miroir de la volonté profonde de l'autre, tu crées un lien indéfectible. Tu n'es plus un juge ou un rival, tu es un allié. Et à partir de là, ton influence devient presque illimitée. L'autre t'ouvre les portes de sa psyché, car tu es le seul à ne pas avoir peur de ce qu'il y a à l'intérieur. Mais cette technique a un complément indispensable, car si tu te contentes d'être un miroir, tu risques de te perdre dans la volonté de l'autre. Il faut un contrepoids. C'est la sixième astuce, peut-être la plus nietzschéenne de toutes, imposer son cadre ou la volonté du surhomme. Nous avons vu que le monde est une lutte d'interprétation. Le ressentiment tente d'imposer un cadre moral, le bien et le mal, basé sur la faiblesse. Le surhomme, l'idéal nietzschéen, est celui qui ne se contente pas d'accepter les valeurs existantes. Il est un créateur de valeurs. Il ne demande pas « est-ce bien, est-ce mal ?» Il demande « est-ce que cela sert la vie ? Est-ce que cela m'élève ? Est-ce que cela affirme ma puissance ?» Imposer son cadre, c'est refuser de jouer le jeu moral de l'autre. C'est définir soi-même les termes de l'interaction. Quand quelqu'un te dit « ce que tu fais est égoïste », il tente de t'attirer dans son cadre, où l'égoïsme est le mal absolu et l'altruisme le bien suprême. Si tu te défends en disant « non, je ne suis pas égoïste », tu as déjà perdu. Tu as accepté son cadre et tu te bats selon ses règles. Imposer ton cadre, c'est redéfinir le mot, c'est répondre « ce que tu appelles égoïsme, je l'appelle respect de soi ». Et c'est la seule base saine pour interagir avec les autres. Tu n'as pas nié le fait, tu as changé sa valeur. C'est une compétence qui s'applique partout. Au travail, ton patron te reproche de prendre une initiative risquée. Tu ne t'excuses pas, tu recadres. Ce que vous appelez risque, je l'appelle innovation. Et c'est pour ça que nous réussirons. Dans une relation, l'autre te reproche d'être distant parce que tu as besoin de temps seul. Tu ne t'excuses pas pour ta nature. Tu recadres. Ce n'est pas de la distance, c'est de la ressource. J'ai besoin de cet espace pour pouvoir ensuite être pleinement présent avec toi. L'homme qui impose son cadre ne réagit pas aux définitions des autres. Il les oblige à utiliser les siennes. Il devient la source de la morale au sein de l'interaction. Il ne demande pas la permission, il affirme ce qui est pour lui. C'est incroyablement difficile, car cela demande de résister à la pression sociale la plus forte qui soit, la conformité. En combinant le miroir et le cadre, tu crées une dynamique d'influence totale. Avec le miroir, tu donnes à l'autre le sentiment d'être profondément accepté. Tu entres dans son monde. Avec le cadre, tu définis les termes et la direction de la réalité que vous partagez. Tu l'amènes dans le tien. Tu comprends sa volonté et tu lui montres comment la sienne peut s'accomplir.
à l'intérieur des valeurs que tu as définies. Nous arrivons à la 7e et dernière astuce, et ce n'est pas vraiment une astuce, c'est un test. C'est la dynamique la plus dangereuse, celle qui sépare le joueur de l'artiste, le manipulateur vil de celui qui crée. C'est l'épreuve de l'abîme. Tu connais la phrase la plus célèbre de Nietzsche, celle qui est sur tous les t-shirts de salle de sport. « Ce qui ne me tue pas me rend plus fort ». C'est devenu un cliché de développement personnel, mais nous l'avons vidé de son sens terrifiant. Nous l'avons rendu confortable. Nietzsche ne parle pas de la petite gêne de se lever tôt. Il parle de la véritable confrontation avec le chaos, avec la douleur, avec l'échec. La croissance n'existe pas dans le confort. Le confort est le royaume du dernier homme, celui que Nietzsche méprise, l'homme qui ne cherche que la sécurité, la chaleur et la petite vertu. La vraie force ne se révèle que sous une pression extrême. L'astuce de l'abîme, c'est de comprendre que pour révéler la vraie nature d'une personne, y compris toi-même, ou pour forcer une véritable transformation, il faut tester les limites. Il faut être prêt à introduire une forme de crise. Ce n'est pas un outil à utiliser à la légère. C'est jouer avec le feu. Dans un projet d'équipe, c'est le leader qui, voyant que tout le monde s'endort sur une solution correcte mais médiocre, crée volontairement une crise. Il impose une échéance impossible, il remet en question les fondements mêmes du projet. Il jette l'équipe dans l'abîme de l'incertitude. La plupart paniqueront, ils le détesteront, mais quelques-uns se révéleront. La pression fera fondre le superflu et ne laissera que le noyau dur de leurs compétences et de leur volonté. L'équipe en ressortira soit brisée, soit plus forte qu'elle ne l'a jamais été. Dans une relation personnelle, c'est la confrontation radicale. C'est cesser de tolérer le non-dit, le mensonge confortable. C'est mettre sur la table la vérité qui peut tout faire exploser. Je vois le jeu auquel tu joues, et ça s'arrête maintenant. Soit nous changeons radicalement, soit nous arrêtons. Tu pousses l'autre et toi-même au bord du gouffre. Tu risques la relation. Tu risques de découvrir une vérité que tu ne voulais pas voir. Mais c'est le seul moyen de savoir si la relation était basée sur quelque chose de réel ou si elle n'était qu'un arrangement de complaisance. C'est un jeu dangereux, car comme le dit aussi Nietzsche, celui qui lutte contre des monstres doit veiller à ne pas le devenir lui-même. Et si tu regardes longtemps dans l'abîme regarde aussi en toi. Le risque de cette astuce, c'est de prendre goût au drame. C'est de devenir un tyran, un créateur de chaos par pur ego, un monstre qui brise les autres pour se prouver sa propre force. C'est ici que s'achève notre voyage dans l'obscurité. C'est ici que tout se joue. Nous avons vu 7 astuces. Le masque, le silence, le don, le ressentiment, le miroir, le cadre et l'abîme. La question finale n'est pas « comment vais-je les utiliser ?» La question est « pourquoi ?» Si tu utilises ce savoir pour de petits gains, pour te venger, pour sécuriser ton ego, pour te sentir supérieur, alors tu n'es qu'un dernier homme avec des outils un peu plus sophistiqués. Tu es l'esclave de ta propre faiblesse, simplement déguisé en maître. La véritable responsabilité de ce savoir est de l'utiliser pour devenir un créateur. C'est de comprendre ces dynamiques pour t'en libérer. C'est de voir les chaînes pour pouvoir les briser. C'est de voir le jeu pour pouvoir décider consciemment de jouer à un jeu plus élevé. Un jeu où tu n'utilises pas l'influence pour asservir les autres, mais pour t'élever toi-même et peut-être pour aider ceux qui sont assez forts pour l'entendre à s'élever avec toi. Ce savoir est un fardeau. Il te prive de l'innocence. Tu ne pourras plus jamais voir une conversation, une réunion ou même un acte de gentillesse de la même manière. Tu verras la volonté de puissance partout. Le choix t'appartient. Laissez cette lucidité te rendre cynique ou l'utiliser pour devenir l'architecte conscient de ta propre vie. Nous voilà au terme de ce voyage. Nous n'avons pas simplement listé des astuces. Nous avons déconstruit le théâtre social. Nous avons mis à nu le moteur caché de nos relations, la volonté de puissance. Nous avons compris que la morale n'est souvent qu'un masque, que le silence est une arme, que le don est une dette. Nous avons appris à décoder le poison du ressentiment et à façonner la réalité par le miroir et le cadre. Enfin, nous avons regardé l'abîme en face, comprenant que la vraie force naît de la crise. Cette connaissance est dangereuse, non pas parce qu'elle corrompt, mais parce qu'elle rend libre. Et la liberté est le plus lourd des fardeaux. La transformation n'est pas de devenir un meilleur manipulateur. La transformation est de cesser, à jamais, d'être manipulé. C'est de passer du statut de conséquence des volontés des autres à celui de cause consciente de sa propre existence. La question que je te laisse est la suivante. Maintenant que tu vois les ficelles, quelle est la première chaîne que tu vas briser?
Quelle est la croyance que tu as acceptée jusqu'ici et que tu vas cesser de subir pour enfin imposer ta propre volonté? Si cette exploration a fait résonner quelque chose de profond en toi, laisse un commentaire et dis-nous de quelle ville ou de quel pays tu nous rejoins dans cette réflexion. Ton soutien est notre force. Encourage la chaîne en aimant cette vidéo et si ce n'est pas encore fait, abonne-toi pour continuer à explorer ces vérités puissantes. Merci infiniment pour ton attention, pour ton courage et pour tes partages. C'est en regardant lucidement le monde que nous commençons à le changer.